Merci de vous informer sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. 56e sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la rencontre a eu lieu à Abuja au Nigeria. Le président Patrice Talon a pris part aux échanges qui ont entre autres porté sur la situation sécuritaire au sein de l'espace CEDEAO. Tournée du ministre de la Santé dans les départements du littoral et de l'Ouémé, Benjamin Humpati est allé s'enquérir de l'avancement des travaux de construction de l'unité de dialyse et des réalités de la gestion des déchets biomédicaux. Et puis mercredi prochain, c'est la fête de Noël et Noël sans jouets, ce n'est plus d'actualité. Face à cette exigence des enfants, certains parents se font le devoir d'offrir des cadeaux. Mais comment bien choisir les jouets? Les réponses dans ce 20h. Le président Patrice Talon a participé ce samedi au 56e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Abuja, au Nigeria. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur la situation sécuritaire au sein de l'espace communautaire. Le président Patrice Talon a pris part activement aux échanges. Des précisions avec Ricardo Loïc Pécou. Aéroport international Mandi Azikiwe d'Abuja, dans la matinée de ce samedi, le président Patrice Talon est accueilli à sa descente d'avion. Salutations d'usage et exécution de l'hymne national. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu ce samedi à Abuja a été marqué par l'allocution de bienvenue du président Muhammadu Buhari, président du pays hôte, et celle du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, et de son excellence Mahamadou Issoufou, président du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette session de la CEDEAO se tient dans un contexte sécuritaire marqué par la montée de la menace terroriste dans le Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement se sont donc penchés sur les défis sécuritaires dans certains pays de l'espace CEDEAO. Ils ont fait un point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Ce sommet a aussi permis aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner le plan d'action de lutte contre le terrorisme dans l'espace. Un plan d'action doté d'un budget et assorti d'un calendrier de mise en œuvre. Cette réunion des chefs d'État et de gouvernement a été aussi l'occasion de remettre sur le tapis la question de la monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO. Des discussions se poursuivent à cet effet. Le président de la République, qui a pris part à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est de retour à Cotonou. On prend maintenant la direction de la Cour constitutionnelle où une journée d'évaluation a eu lieu. Il a été question pour le personnel de la haute juridiction de faire le bilan de l'année 2019. Le point avec Génial Afouda, Mossi Abouka. Évaluer les différentes activités menées en 2019, tel est le but de cette rencontre qui réunit les acteurs de la Cour constitutionnelle. Une journée consacrée à faire le bilan des dossiers examinés par l'institution au cours de cette année. La haute juridiction a rendu 566 décisions qui se répartissent comme suit: 533 décisions de contrôle de constitutionnalité ou de violation des droits de l'homme, avec 23 jonctions de procédure, dont 32 actes judiciaires, 7 procédures judiciaires, 42 dossiers de délai anormalement long, 10 exceptions d'inconstitutionnalité, 6 atteintes à l'intégrité physique et morale, 4 dossiers de traitement inhumain et dégradant, 57 dossiers de détention, 41 atteintes aux biens, 53 dossiers de conflit de travail, 6 dossiers mettant en cause le droit de propriété, 64 dossiers de contrôle de légalité, l'examen de 11 lois ordinaires, de 16 lois électorales, 184 autres objets de contrôle, actes administratifs et autres.
La journée d'évaluation des activités de la Cour constitutionnelle était également l'occasion pour le président de l'institution de saluer les efforts du personnel et le convier à redoubler d'efforts pour l'année à venir. Il faut s'offrir une pause, regarder dans le rétroviseur et apprécier ce que l'on a accompli comme progrès, ce dont on a souffert comme difficulté, les obstacles qui se seraient élevés sur le cheminement. L'évaluation est nécessaire pour la vitalité des institutions. En tout, 595 dossiers ont été vidés en 2019 par la haute juridiction. 242 autres sont toujours en cours d'examen. La Cour des comptes est devenue une réalité au Bénin. Elle a été consacrée par la Constitution. Quelle en est l'opportunité et pour quelle utilité? Dr Serge Batonon en a débattu au vendredi des finances publiques. Marcel Arossi pour le compte-rendu. C'est un acte qui rassure sur la volonté d'éradiquer la mafia économique. La Cour des comptes est devenue réalité à l'avènement de la loi 2019-40 qui révise la Constitution du 11 décembre 1990. Dès lors, les débats sur la nouvelle institution foisonnent dans tous les sens. Dr Serge Batonon, spécialiste en audit et des systèmes financiers publics des États de l'UEMOA, y voit une avancée en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Une Cour des comptes professionnelle, une Cour des comptes capable d'impacter les finances publiques. J'ai comparé la Cour des comptes telle que créée au Bénin avec certaines autres cours des comptes dans la sous-région où c'est dit que les membres de la Cour des comptes ont des mandats. La Constitution du Bénin a le mérite de ne pas préciser ça. Au Togo, c'est un mandat de 6 ans. Au Burkina Faso, c'est un mandat que les membres de la Cour des comptes ont. Dans certains pays, c'est la mouvance qui donne des membres, l'opposition donne certains membres. La Constitution actuelle du Bénin a le mérite de parler simplement de membres de la Cour nommés par le président de la République, a le mérite d'introduire la nuance entre expérience professionnelle et pratique professionnelle. Cette cour, selon lui, représente la troisième pierre essentielle pour le bon fonctionnement des systèmes financiers publics. Les deux autres pierres, ce sont les organes délibérants qui autorisent le gouvernement, les exécutifs municipaux et les directions générales des entreprises publiques et établissements publics à exécuter un budget. Lorsque le budget est exécuté, il faut bien que cette troisième pierre existe pour s'assurer de la régularité de l'exécution de l'autorisation donnée par le Parlement. Et pour s'assurer également, comme je l'ai dit tantôt, de ce que cette autorisation donnée est effectuée de façon à obtenir la performance publique, condition sine qua non aujourd'hui pour permettre à l'administration d'amorcer un développement. Il a fallu 19 ans pour mettre en œuvre cette recommandation de l'UEMOA. Et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est maintenant fait. La ministre du Numérique et de la Digitalisation inaugure les salles numériques pour des établissements d'excellence et de jeunes filles. Ronald Robinson et Michael Nouati nous donnent plus de détails. À travers cette inauguration, le numérique trouve ainsi son chemin au Prytanée militaire de Bembereke. Classe numérique équipée de 36 ordinateurs et d'une imprimante alimentée par énergie solaire, Internet haut débit, en plus de contenu numérique éducatif, sont entre autres composantes du package que représente une salle numérique. Les professeurs seront également formés sur l'ICDL qui leur permettra donc de prendre en main également et de pouvoir transmettre, disons, le savoir à leurs étudiants. Les élèves qui ont bénéficié de ces salles pourront avoir accès aux ressources du monde entier, des universités, les meilleures universités, les meilleurs établissements dans le monde, pour qu'ils ne soient pas en marge du développement du numérique et de la révolution numérique en cours. Une salle numérique, c'est un investissement lourd. Et avec Bereke ici, et environ, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants peuvent arriver et solliciter l'utilisation de ces salles numériques. C'est pour cela que je vous demande d'en faire un bon usage. Après
Après la mise à disposition en novembre dernier de 24 salles numériques aux établissements secondaires et primaires à raison de 2 salles numériques par département, Aurélie Adamsoulé Zoumaro s'intéresse particulièrement, cette fois-ci, au lycée d'excellence et aux établissements de jeunes filles, dont le Prytanée militaire de Bembereke. Elle entend accompagner les bonnes performances de cet établissement avec les potentialités du numérique. Le gouvernement du président Talon a vu juste en mettant et en inscrivant en lettres d'or la numérisation et la création des salles numériques dans beaucoup d'établissements et dans beaucoup de centres de formation de notre pays. Apprenants et équipes d'encadrement bénéficiaires sont fiers de pouvoir jouir de cette opportunité numérique. Ça fait un bon nombre d'années qu'on attend une salle informatique au PMB et mieux, c'est une salle numérique au grand complet qui va nous permettre d'améliorer nos résultats, de mieux nous cultiver et bien d'autres choses, de pouvoir nous ouvrir sur le monde. Au lycée des jeunes filles du Borgoa-Libori, la délégation ministérielle a ouvert les portes de la salle numérique de l'établissement à la grande satisfaction des autorités locales et des acteurs de l'établissement. Les enfants sont ici internés, il n'y a pas de moyens de déplacement en commun, il n'y a pas de centre de recherche, salle informatique, il n'y a pas. Donc c'était vraiment une très grande difficulté pour nous et ça se sentait même dans le rendement scolaire. C'est les enseignants qui se mettent parfois à leur place pour leur fournir les informations nécessaires. Donc avec cet avènement maintenant, les enfants seront maintenant autonomes dans leurs recherches. Tout ça, c'est en fait la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, qui est que le numérique doit impacter l'ensemble des secteurs et surtout le secteur éducatif pour les recherches, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on apprend à l'école et puis se préparer aux défis de demain pour le bien de notre pays. Et je voudrais donc, à travers Madame la Ministre, remercier le gouvernement pour cet effort qui est fait et profiter également de l'occasion pour inviter nos frères et sœurs, nos enfants, les apprenants, à s'approprier ce joyau qui leur est réalisé, toute chose qui devrait leur faciliter les études. C'est un plus par rapport à nous qui avons étudié cet outil. C'est un spontané cadeau, ça va beaucoup nous aider dans nos études. C'est pourquoi nous remercions le ministère du numérique et de la digitalisation. Comme le Prytanée militaire de Bembereke et le lycée des jeunes filles du Borgoa-Libori, le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou et celui des jeunes filles de Natitingou bénéficient également de ces atouts numériques. La ministre du numérique et de la digitalisation était aussi à Alada. Aurélie Adamsoulé Zoumaro s'est entretenue avec les équipes techniques en charge des travaux de connexion des services déconcentrés de l'État et d'autres acteurs impliqués. Elle a également visité les sites de mise en œuvre physique de ce projet. Le point avec Aziz Alagbé. Le Bénin, pays numérique. Le gouvernement du président Patrice Talon s'y attelle. Les travaux pour y arriver sont en pleine exécution sur toute l'étendue du territoire national. C'est la principale raison d'une descente de la ministre en charge du numérique et de la digitalisation à Alada. Elle est venue visiter le chantier qui permettra de relier beaucoup d'administrations, de mettre le numérique au service de la gestion des finances publiques. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de lenteur administrative et si on doit connecter tous les services pour permettre que ça puisse avoir une performance administrative, ça doit être bien reçu. Donc, c'est devenu constater l'évolution du chantier. C'est un chantier hautement technique qui permettra de mettre les recettes perception, tous les services du ministère des Finances ainsi que les collectivités territoriales en relation. Pour booster les résultats dans la gestion des finances publiques, le numérique est un facteur capital. Une fois achevé, le système va conférer à la gestion des différentes structures interconnectées clarté et efficacité, en plus d'autres avantages. Le gouvernement du président de la République, le président son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a bien réfléchi pour régler la question de la transparence. Aujourd'hui, sur le site de gestion des marchés publics, on pourra tout gérer et tout sera transparent. Il y a l'autonomie énergétique qui est assurée déjà par les panneaux solaires, où on peut profiter de ça. Voyez-vous, on peut publier tout ce qui est gestion des finances publiques. On peut avoir accès aux différents sites. Tous les outils seront installés. Recommandation est faite par l'autorité quant à l'entretien et la sécurisation des équipements.
La ministre, lors de son périple, a aussi constaté le niveau d'exécution des travaux entrant dans ce cadre dans la commune de Dassa. Autre volet de l'actualité à présent, le bloc républicain vient d'être honoré. C'est à travers la distinction de l'un de ses membres par l'ONG Zedaga en faveur des efforts pour la promotion de la culture. Jean-Claude James, Evariste Azomon. Entrepreneurs, employeurs ou acteurs culturels comme Eraste Agossou, ils sont au total 8 dont les mérites ont été reconnus et salués avec les trophées Nyoa. Les Oscars pour l'entrepreneuriat et la promotion des valeurs culturelles. L'esprit de la cérémonie est de saluer le mérite des nominés, de les encourager à persévérer en vue d'extirper la jeunesse du chômage galopant et de l'acculturation préjudiciable, tout en exhortant les jeunes à s'inspirer de leur exemple. Je suis très content et je remercie Dieu qui m'a fait cette grâce. Je remercie les organisateurs de la présente distinction, le promoteur de l'ONG Zedaga d'avoir pensé à ma modeste personne pour ce que nous faisons pour accompagner pour le rayonnement de la culture béninoise. Non, c'est un appel à mieux faire. Aux côtés de mes pairs du bloc républicain, nous allons nous investir davantage pour accompagner la culture béninoise, œuvrer davantage pour l'épanouissement de la jeunesse béninoise et œuvrer aux côtés du gouvernement et du président Talon pour la réussite du PAG. Meilleur promoteur culturel de l'année selon l'ONG Zedaga, Eraste Feridjimi Agossou était entouré pour la circonstance des membres de sa famille politique, le bloc républicain. Eraste Agossou, c'est un membre fondateur du bloc républicain, jeune acteur politique. Aujourd'hui, cette distinction est un acquis fondamental pour notre parti, dans la mesure où ça va attirer beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres jeunes à croire en lui. À croire en lui, par conséquent, à croire au parti, qu'il y a des valeurs dans notre parti qu'on doit promouvoir, qu'on doit encourager à aller plus loin. Cette 7e édition des trophées Nyoa a été couplée avec le lancement des livres et DVD sur l'origine, les rituels, les litanies de plusieurs ethnies du Bénin. Tournée du ministre de la Santé, je vous l'annonçais dans les titres, Benjamin Humpati à la tête d'une délégation était au centre hospitalier départemental Ouémé Plateau de Porto Novo. C'est pour s'enquérir de l'avancement des travaux de construction de l'unité de dialyse. La délégation s'est aussi rendue au centre de gestion des déchets biomédicaux de Cotonou. Rebecca Kenjaoundé et Ernest Tetego. Cette machine peut détruire 200 à 400 kilos de déchets biomédicaux par heure. Nous sommes au centre de gestion des déchets biomédicaux situé au PK10 à Kpakpa Cotonou. Ici, les déchets sont transformés en particules de 3 à 5 mm de sorte à obtenir des résidus stériles qui seront assimilables à des ordures ménagères. Et ces ordures ne sont pas des déchets, parce que ça va être valorisé, être utilisé dans les fours des cimenteries par exemple pour chauffer, ce qui va faire que ces cimenteries vont utiliser moins de gasoil pour faire fonctionner leur four. Vous savez, aujourd'hui on parle de l'innovation de construire des briques, des pavés avec des déchets. Oui, les déchets qui proviennent de ces déchets qui initialement étaient à risque infectieux peuvent réellement servir à cela. Donc c'est vraiment écologique ce qui se passe dans ce centre. C'est une solution innovante, un modèle économique et écologique mis en place par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin. L'idée est de débarrasser les centres de santé de tout déchets biomédicaux, éliminant ainsi tout risque de transmission d'infection. Une démarche qui épouse parfaitement les ambitions du gouvernement en ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux au Bénin. C'est tout l'intérêt de cette visite du ministre de la Santé. C'est une initiative vraiment très louable en ce sens que non seulement elle permet de préserver les populations du risque infectieux lié à ces déchets qui, lorsqu'ils sont mal éliminés, peuvent contribuer à les contaminer, mais également va permettre au niveau des formations sanitaires de s'assurer d'une élimination correcte de ces déchets.
Les problématiques liées à la quantité, à une élimination sécurisée, vont être désormais conjuguées au passé. Des démonstrations ont été faites à la délégation ministérielle. Cap est ensuite mis sur le centre hospitalier départemental de l'Ouémé Plateau. Ici, 2 sites sont visités dans l'enceinte de l'hôpital. Il s'agit de l'unité de dialyse et du local qui va abriter le scanner du CHD Porto Novo. En ce qui concerne l'unité de dialyse, les travaux évoluent très bien. Nous sommes déjà à un taux d'exécution physique de près de 97%. Il reste quelques réglages à faire pour que dans les tout prochains jours, le bâtiment puisse être réceptionné. Et le processus pour l'acquisition de mobilier, et des équipements médico-techniques est déjà en cours. Et dans les toutes prochaines semaines, nous allons pouvoir inaugurer ce centre. Je profite en même temps pour rassurer la population de nos patients dialysés que, comme cela avait été dit il y a quelques jours, c'est la réalité que vous avez pu constater aujourd'hui. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour vraiment assurer une meilleure offre de soins de qualité à leur endroit. Un bâtiment R+1 d'une capacité de 11 générateurs pour accueillir les patients hémodialysés chroniques et aigus. Puisque la prise en charge des patients aigus est capitale pour nous, le gouvernement s'engage dans cette logique-là afin de préserver les malades aigus pour qu'ils n'évoluent pas vers la chronicité. C'est donc une unité complète de néphrologie et d'hémodialyse qui est ici construite. Selon le ministre de la Santé, des réformes sont en cours pour une réduction du coût de la dialyse. Tout ceci dans le but d'aider les malades tout en leur assurant des soins de qualité. Il continue d'être un problème non résolu malgré l'implication de la presse. La stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida prend de l'ampleur et constitue un frein à un bon traitement des malades. Quel est le regard scientifique de la sociologie? Les réponses dans cet élément de William Touki. Je voulais me suicider parce que j'avais des problèmes dans ma famille et j'ai dit, avec ces problèmes encore, elles ont été pour la plupart du temps rejetées par la société. Même dans leur cercle familial, elles vivent cet abandon des parents biologiques. C'est trop pour moi, donc je me suis sentie perdument et je fuis même dans la famille. Une stigmatisation qui vient aggraver le mal dont elles souffrent. Elles sont des personnes vivant avec le VIH, raison de plus pour bénéficier d'un regard bienveillant. Le constat fédérateur de ma problématique est la discontinuité observée dans la prise des ARV par les malades chroniques alors que les médicaments sont disponibles, les services publics fonctionnent normalement. C'est ce constat qui m'a inspiré et là j'ai cherché à comprendre les fondements qui sous-tendent une telle discontinuité dans un processus itératif. L'impétrant Kopérik Nyavi, chercheur en sciences sociales, trouve un intérêt scientifique sur la question de prise en charge des PVVIH et surtout sur le comportement et le rôle des proches dans le traitement des malades. Il faut une éducation des personnes qui n'ont pas le VIH pour que l'interaction entre ces personnes saines et les porteurs du VIH soit une bonne relation. Autrement dit, il ne faut pas stigmatiser les malades et il ne faut pas les discriminer. Partant de ce fait, lorsque les personnes qui consomment les ARV auront une charge virale stable, je crois que la contamination sera en baisse et le taux sera en baisse. Il a réussi quand même à nous formuler une thèse clairement en nous montrant que tant que cet environnement social de proximité ou l'environnement social global ne sera pas pris en compte, on ne va pas y travailler de façon à ce que les gens changent leur regard sur la maladie et les personnes vivant avec le VIH, on aura fort à faire dans l'accompagnement de ces gens-là. Son site d'observation, la zone sanitaire Ouida, Komasetor et Bosito, une observation dont les résultats lui ont valu le titre de docteur en sociologie, anthropologie, avec la mention très honorable.
Gestion des cantines scolaires, la deuxième phase d'un projet entrant dans ce cadre a été lancée. C'est un programme d'aide à l'éducation. Rachidat Biomama. 144 écoles primaires publiques des départements du Borgou et de la Liborie seront impactées par le projet MGD MC Govendol. D'un coût global d'environ 12 milliards de francs CFA, ce projet de soutien à l'éducation est placé sous la direction du CRS, Catholic Relief Service, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. CRS est fier de faire partie de cette initiative dans les départements de Borgou et de la Liborie. Nous sommes également reconnaissants d'avoir le privilège de soutenir les Béninois et les Béninoises dans l'initiative plus large de son Excellence, le président Patrice Guillaume Athanas Talon, visant à apporter l'alimentation scolaire à toutes les écoles primaires du Bénin, une tâche ambitieuse et noble, dans laquelle nous jouons un petit rôle. Nous sommes engagés à travailler avec le gouvernement du Bénin et son peuple en vue d'améliorer le niveau de vie de tous, et en particulier des enfants qui vont à l'école et qui sont l'avenir. Les activités à effectuer par le projet MGD portent entre autres sur les cantines scolaires, la promotion des bonnes pratiques dans la préparation des aliments, l'hygiène et l'assainissement. Les objectifs sont en parfaite harmonie avec le programme d'action du gouvernement en matière d'alimentation scolaire et d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Je voudrais inviter tous nos autres partenaires qui ne sont pas encore manifestés ou qui hésitent encore à emboîter les pas au CRS en accompagnant notre pays dans sa marche irréversible vers le développement par le biais de l'éducation qui en est l'un des leviers incontestables. Grâce à la deuxième phase du projet MGD et à ce futur, le gouvernement concrétise ainsi progressivement son ambition de doter chaque école du Bénin d'une cantine scolaire. Fibrune Choumado de l'école catholique Sainte-Thérèse d'Abomey-Calavi inscrit son nom au palmarès du concours Mimoun. Elle a été retenue à l'issue de la phase finale du concours qui a eu lieu ce samedi. Fibrune Choumado est âgée de 8 ans et écolière en classe de CM2. Elle repart avec le vélo VTT offert par la Fondation Claudine Talon. Vianney Elekpe du complexe scolaire Oufouette-Boigny et Johanna Tokoyon de l'école catholique Les Nîmes finissent respectivement deuxième et troisième de la 63e édition du concours Mimoun. Noël sans jouets, ce n'est plus d'actualité chez les enfants. Face à cette exigence devenue presque naturelle, certains parents se font le devoir d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Mais tous les jouets ne sont pas forcément adaptés aux enfants. Toute chose qui en appelle à la vigilance des parents. Ramatou Lawani et Estelle Pazot nous en parlent. Un cadeau pour Noël, cela va de soi aussi bien pour les enfants que pour les parents. Depuis la première quinzaine du mois de décembre, les étalages dédiés à la fête sont achalandés. Il ne revient qu'aux parents de faire le bon geste. Bon geste parce qu'il ne s'agit pas simplement d'offrir un jouet, mais d'en choisir un bon et adapté à son enfant. Pour sa fille de 9 ans, Anissé opte pour ce vélo. À 9 ans, j'ai estimé qu'elle est assez grande pour commencer par expérimenter un vélo dans le quartier. Puisque par le passé, j'ai l'habitude de lui acheter des poupées ou bien d'autres petits jeux, mais à 9 ans, je crois que c'est mieux qu'on lui achète quelque chose qui pourrait l'aider vraiment dans la vie. Donc c'est pour cela que j'ai préféré acheter un vélo. Selon les spécialistes, à chaque âge correspond son jouet. De 0 à 3 ans, l'enfant est considéré comme en éveil. Il faut alors l'initier aux couleurs et aux sons. Entre 3 et 6 ans, l'enfant est dans une phase de socialisation. Il a besoin d'activités manuelles, de jeux de société ou encore d'un petit vélo. De 6 à 10 ans, l'enfant développe sa pensée logique. Les activités sportives, manuelles ou en groupe lui sont indispensables. Le choix de Anissé est encore dans les normes et il n'a pas peur pour sa fille. Nous voyons plein de jeunes filles conduire les motos dans la ville. Il faut que l'enfant commence par s'essayer déjà à leur bas âge. Donc j'ai pas peur. Et aussi dans mon quartier,
là où nous vivons, il n'y a pas trop de voitures ou de motos qui circulent. Donc je me suis dit, bon, elle peut s'essayer dans la rue et que peut-être quand elle sera grande, elle sera déjà plus habituée à cela. Des jouets adaptés aux enfants, les vendeurs aussi en ont visiblement pris conscience. Pas une seule trace de jeu qui incite à la violence sur leurs étalages. Mais attention, à la période de l'enfance, les écrans, quels qu'ils soient, sont déconseillés. Ils sont trop agressifs et pourraient conduire l'enfant dans l'isolement et dans l'addiction aux jeux vidéo. Parlons à présent de la célébration de la journée nationale de la Fondation Qatar au Bénin. C'est un événement qui témoigne de l'excellente forme des relations qui existent entre les deux pays. Osenia Délégué. L'exécution des hymnes nationaux du Qatar et du Bénin. Cet acte symbolique annonce la couleur de cette fête commémorative. Ce rassemblement festif a servi d'occasion pour l'autorité en charge de l'ambassade du Qatar de faire un bref aperçu sur l'évolution du programme d'action du développement de son pays au cours de l'année 2018. Notre marche nationale a franchi des étapes rassurantes dans la mise en œuvre des programmes d'action de développement dont la croissance au cours de l'année 2018 a augmenté de 15% et la production hors hydrocarbures en hausse de 9%. C'est une vision axée sur un avenir prospère pour une économie forte et développée. La coopération entre la République du Qatar et le Bénin est en constante progression à travers les visites mutuelles entre les autorités des deux pays. Les relations entre le Bénin et le Qatar sont très bonnes et prometteuses, avec des actes concrets. Elles se fondent actuellement sur plusieurs accords signés pour donner une impulsion à cette coopération. Je voudrais dire ici, au nom du ministre des Affaires étrangères, que la coopération entre le Bénin et le Qatar se porte très bien et les initiatives qui sont entreprises de part et d'autre augurent de bonnes perspectives pour cette coopération. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler à votre endroit, ainsi qu'à celui du peuple ami du Qatar, mes vives et chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de progrès et de prospérité. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence cet acte de haute portée diplomatique. Oui, je suis très content d'être là aujourd'hui pour la célébration de la journée nationale du Qatar. Ça m'a impressionné, d'après ce que le chargé qatarin a dit sur le développement. Mes impressions sont bonnes et c'est le signe de bonnes relations entre le Bénin et l'État du Qatar. Oui, c'était une très belle cérémonie dans un cadre magnifique. Il y a beaucoup de beau monde dans cette salle magnifique du Golden Tulip. C'est une très belle soirée avec des beaux mondes. La journée nationale est la commémoration de la fondation de l'État du Qatar par son fondateur, Cheikh Jassim bin Mohamed Al Thani, depuis le 18 décembre 1878. Il est l'auteur des bases modernes pour l'édification du Qatar moderne, un pays unifié et indépendant. Intéressons-nous maintenant à la foire quinzaine du commerce. Le directeur général de l'APIES, l'agence de promotion des investissements et des exportations, était hier sur le site qui abrite la foire. C'est une initiative de l'APIES. Les détails de l'ENAIC Agbazaou. Pas de souci à vous faire pour les achats de fin d'année. La foire quinzaine du commerce vous ouvre ses portes sur l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Des produits comestibles aux vêtements, chaussures et jouets, tout y est pour passer d'agréables moments festifs. Cette foire qui allie qualité et accessibilité des prix est placée sous la coupole de l'APIES, agence de promotion des investissements et des exportations. Il y a des produits cosmétiques qui sont complètement à base naturelle, karité, il y a des produits alimentaires. On a de l'arachide, on a également de la noix de cajou, on a de l'ananas, on a de la mangue, on a et tout ça, de la mangue séchée. Donc il y a un effort de transformation qui sont faits en fait par les producteurs et je pense que c'est une excellente idée. Et puis aujourd'hui, nous avons quand même la chance de voir arriver en fait des exposants qui ne sont pas du Bénin. Le public est vivement invité à cette foire qui fait la part belle à la production locale.
Je voudrais demander à tout le public de venir vraiment visiter cette foire parce qu'il y a quand même, honnêtement, au fond, il y a quand même d'excellents produits. Il y a d'excellents produits béninois fabriqués chez nous et nous devons être un peu patriotiques pendant ces moments pour consommer local. La foire quinzaine du commerce ambitionne à l'avenir d'être mieux organisée avec beaucoup d'innovation. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que l'installation, les infrastructures soient de qualité, la sécurité et faire vraiment un travail de marketing commercial beaucoup plus important pour faire connaître en fait cette foire. C'est une foire qui existe depuis des années. Je pense qu'il est temps de lui faire franchir un palier. Et nous allons nous y atteler. Et tout ça rentre bien évidemment dans le cadre en fait, des efforts du gouvernement pour faire en sorte que notre pays se révèle. Pour des fêtes réussies, un détour par ici s'impose. Cette foire prend fin le 2 janvier 2020. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.